Il y a quelque chose que tu fais chaque jour, quelque chose d'aussi naturel que respirer, quelque chose que tu ne remarques même plus. Et pourtant, ça détruit silencieusement ce que tu essaies de construire. Ce n'est pas ce que tu manges, ce n'est pas comment tu dors, ce n'est pas qui tu fréquentes. C'est la façon dont tu parles. Jung a passé des décennies à observer les êtres humains, pas seulement leurs rêves, pas seulement leurs traumatismes, mais leurs mots. Et ce qu'il a découvert a changé sa compréhension entière de l'âme humaine. Les mots ne décrivent pas ta réalité, ils la construisent. Pense à la dernière fois que tu as dit « Je suis nul dans ce domaine, ça ne marchera jamais pour moi, c'est dans ma nature ». Tu croyais juste constater un fait, mais tu faisais autre chose. Tu gravais une instruction dans les couches profondes de ta psyché, et ta psyché, elle obéit. C'est ça que Jung appelait l'autosuggestion inconsciente. Pas une théorie abstraite, une mécanique précise, un mécanisme qui tourne en arrière-plan de ta vie, 24 heures sur 24, sans jamais s'arrêter. Mais avant d'aller plus loin, je dois te poser une question. Et je veux que tu y répondes honnêtement. Pas pour moi, pour toi. Quand tu te parles à toi-même, quel type de voix entends-tu? Une voix qui encourage ou une voix qui condamne? La plupart des gens ne savent pas répondre à cette question, parce qu'ils n'ont jamais vraiment écouté cette voix. Elle est trop familière, trop intégrée, trop peu. Et c'est exactement là que tout commence. Jung avait une expression que peu de ses contemporains comprenaient vraiment. Il disait « Ce que tu n'amènes pas à la conscience, la vie te l'apportera sous forme de destin. » Réfléchis à ça une seconde. Ton langage intérieur, si tu ne l'examines pas, il devient ton destin extérieur. Pas métaphoriquement, littéralement. Voici comment. Chaque mot que tu prononces intérieurement ou à voix haute active un réseau neuronal. Ce réseau neuronal déclenche une émotion. Cette émotion influence une décision. Cette décision produit un comportement. Ce comportement crée un résultat. Et ce résultat, tu l'appelles ta vie. Tu vois maintenant pourquoi Jung considérait le langage comme l'outil le plus puissant et le plus dangereux à la disposition de l'être humain. Mais voici ce que personne ne te dit. Le problème n'est pas dans les grands discours, pas dans les moments où tu te parles consciemment. Le problème est dans les micro-phrases, ces petits commentaires automatiques que tu te fais 100 fois par jour sans t'en rendre compte. Encore raté. Bien sûr que ça tourne mal. Je savais que ça ne marcherait pas. Chacune de ces phrases est une brique. Et avec le temps, tu construis une prison. Jung l'a vu dans les dossiers de centaines de patients. Des gens brillants, des gens capables, des gens qui avaient tout pour réussir, sauf un langage intérieur qui le leur permettait. Alors maintenant, la vraie question. Comment tu changes ça? Jung ne croyait pas aux affirmations positives vides de sens. Il aurait été le premier à te dire que répéter « je suis heureux quand tu souffres » ne fait qu'aggraver la fracture entre ta conscience et ton inconscient. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de quelque chose de plus subtil et de beaucoup plus puissant. Il s'agit de la précision, du mot juste, pas du mot positif, du mot vrai. Voilà ce que Jung a observé. Quand un être humain commence à nommer ses expériences avec précision, quelque chose se transforme en lui. Pas d'un coup, progressivement, mais irréversiblement. Prenons une situation simple. Tu rates quelque chose d'important, un projet, une occasion, une relation. La réaction automatique, je suis un échec. 2 mots, simples, rapides et profondément dévastateurs. Pourquoi? Parce que je suis un échec fusionne ton identité avec un événement. Tu ne parles plus d'une action, tu parles de toi, de ce que tu es, de ce que tu seras toujours. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui s'est passé? Tu as échoué dans une tentative. Pas tu es un échec dans ton essence. La nuance semble petite. Elle ne l'est pas. Elle est la différence entre quelqu'un qui se relève et quelqu'un qui abandonne en croyant que c'est son destin. Jung appelait ce phénomène l'identification projective inversée. Nous prenons un événement extérieur, nous le faisons rentrer en nous et nous le laissons redéfinir qui nous sommes. Le tout en une fraction de seconde. Le tout sans nous en rendre compte. Mais voici ce qui est fascinant. Le chemin inverse fonctionne aussi. Si les mauvais mots peuvent te détruire de l'intérieur, les mots justes peuvent te reconstruire, pas en niant la réalité, en la voyant avec une clarté que la plupart des gens n'ont jamais atteinte.
Voici quelque chose que Jung a observé dans ses travaux sur les rêves et le langage symbolique. Les personnes qui connaissaient des transformations profondes avaient tout un point commun. Elles avaient changé la façon dont elles se racontaient leur propre histoire, pas les faits. Les faits restaient les mêmes, la douleur restait la même, les erreurs restaient les mêmes. Mais le cadre avait changé. Et quand le cadre change, tout change. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que Jung ne parlait pas de réécriture naïve. Il parlait d'un processus précis qu'il appelait l'individuation. Et ce processus a toujours commencé par un seul et même point de départ. La façon dont tu parles à l'ombre. L'ombre, Jung lui a consacré des années de recherche. C'est la partie de toi que tu refuses de voir, les émotions que tu nies, les désirs que tu refoules, les peurs que tu n'oses pas nommer. Et voici ce que la plupart des gens font avec leur ombre. Ils lui parlent avec mépris. Je ne devrais pas ressentir ça. Quelqu'un de bien ne penserait pas comme ça. Je dois contrôler ça. Chaque fois que tu parles ainsi à cette partie de toi, tu ne la fais pas disparaître. Tu la rends plus forte, plus silencieuse, plus dangereuse. Jung le savait. L'ombre ne meurt pas quand on l'ignore. Elle attend et elle agit à travers tes colères inexpliquées, tes sabotages inconscients, tes décisions qui semblent venir de nulle part. Alors quelle est l'alternative? Parler à l'ombre différemment, pas la flatter, pas la laisser gouverner, la reconnaître. Je remarque que je ressens de la jalousie en ce moment. Pas « je suis jaloux, je suis horrible ». Pas « je ne devrais pas ressentir ça ». Juste « je vois que c'est là ». Ça peut sembler anodin, ce ne l'est pas. Quand tu nommes une émotion sans la juger, tu crées une distance entre toi et elle. Tu passes de « je suis cette émotion » à « j'observe cette émotion ». Et dans cet espace entre les deux, c'est là que ta liberté existe. Jung appelait ça la conscience de soi active, pas la méditation passive, pas l'introspection vague, un acte délibéré. Nommer, observer, choisir. Je vais te dire quelque chose que tu as peut-être déjà ressenti sans jamais pouvoir le formuler. Il y a des moments dans ta vie où tu as l'impression d'être possédé, pas au sens mystique du terme, au sens précis. Tu dis des choses que tu ne voulais pas dire. Tu réagis d'une façon que tu regrettes immédiatement. Tu agis contre tes propres valeurs et tu ne sais pas pourquoi. Jung avait un nom pour ces moments. Il appelait ça une irruption du complexe. Un complexe, dans la terminologie jungienne, n'est pas une névrose. C'est un nœud émotionnel. Un ensemble de souvenirs, de croyances et d'émotions qui se sont solidifiés autour d'une blessure centrale. Et ce nœud a sa propre voix. Sa propre façon de parler. Sa propre façon de te parler à toi. Et le plus souvent, cette voix prend les mots de quelqu'un d'autre. Un parent, un professeur, un regard reçu à 8 ans, une phrase prononcée une seule fois. Et intégrée pour toujours. Tu n'es pas fait pour ça. Ne te prends pas pour quelqu'un d'important. Dans cette famille, on ne parle pas de ses émotions. Tu entends ces mots, tu les intègres. Et un jour, tu les répètes, à toi-même, avec ta propre voix, en croyant que c'est toi qui parles. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas encore toi, pas complètement. L'individuation, ce voyage vers soi, que Jung considérait comme la tâche centrale de l'existence humaine, commence le jour où tu arrives à faire la distinction entre ta voix et la voix héritée. Et cette distinction, elle passe toujours par le langage. Parce que maintenant, voici ce que la plupart des contenus sur Jung ne te diront jamais. Changer son langage intérieur n'est pas un travail de pensée positive. C'est un travail archéologique. Tu dois descendre, chercher, déterrer les structures de phrases qui ne t'appartiennent pas, les reconnaître, les examiner et décider consciemment si tu veux les garder. Alors voici une question que je veux que tu gardes avec toi. Pas pour y répondre maintenant, pour y réfléchir pendant les prochains jours. Quelle phrase répètes-tu sur toi-même depuis si longtemps que tu l'as prise pour une vérité? Pas une vérité provisoire, pas une observation, une vérité absolue, définitive. C'est comme ça que je suis. Cette phrase-là, elle vient d'où? Jung avait un mot pour les vérités absolues que nous construisons sur nous-mêmes. Il les appelait des fictions directrices. Une fiction directrice n'est pas forcément fausse, mais elle n'est pas forcément vraie non plus. Ce qu'elle est, c'est structurant. Elle organise ta perception. Elle filtre ta réalité.
Elle décide de ce que tu vois et de ce que tu ne vois pas. Et elle se perpétue principalement à travers le langage. Voici un exemple concret. Quelqu'un qui s'est dit pendant 20 ans « Je ne mérite pas d'être aimé vraiment » ne cherche pas consciemment des partenaires qui confirment cette croyance. Mais son langage intérieur est calibré pour percevoir prioritairement les signaux qui la confirment. Un silence devient une preuve de rejet. Un regard distrait devient une confirmation d'indifférence. Une critique mineure devient la vérité fondamentale sur sa valeur. La fiction directrice tourne, et le langage est son moteur. Mais voici la bonne nouvelle. Et c'est vraiment une bonne nouvelle. Jung a observé quelque chose d'extraordinaire. La psyché humaine n'est pas rigide. Elle est plastique, malléable, capable d'une transformation profonde à n'importe quelle étape de la vie. Pas par la volonté brute, pas par la discipline forcée, mais par la conscience. Et la conscience, ça commence toujours par les mots. Il y a une pratique que Jung recommandait à ses patients, simple en apparence, radicale dans ses effets. Il leur demandait de tenir un journal, mais pas n'importe quel journal, un journal du langage intérieur. Pas un journal de ce qui s'est passé dans la journée, un journal de comment ils se sont parlé. Aujourd'hui, quand j'ai fait cette erreur, qu'est-ce que je me suis dit? Quand quelqu'un m'a félicité, comment ai-je réagi intérieurement? Quelle phrase automatique s'est déclenchée dans cette situation? Au bout de quelques semaines de cet exercice, les patients voyaient quelque chose d'étrange. Ils réalisaient qu'ils se parlaient toujours de la même façon, que les mots changeaient en surface, mais que la structure restait identique. Toujours accusatoire, toujours défaitiste, toujours condescendante, et cette prise de conscience seule changeait quelque chose. Parce que tu ne peux pas continuer à faire quelque chose de la même façon une fois que tu l'as vraiment vu. Vraiment vu, pas intellectuellement compris. Vu. Il y a une différence massive entre savoir que tu te juges trop sévèrement et observer, en temps réel, le moment précis où cette voix intérieure prend le relais. C'est ce que Jung appelait sortir de l'identification. Et c'est ça, la véritable transformation. Pas devenir quelqu'un d'autre, pas te débarrasser de qui tu es. Devenir le témoin de qui tu es. Le témoin ne juge pas. Il observe, il note, il comprend. Et progressivement, il guide. Mais voici ce que je dois maintenant aborder, parce que c'est là que beaucoup de personnes s'arrêtent. Là où le travail devient vraiment inconfortable, ce n'est pas le langage que tu utilises face aux autres qui est le plus dangereux. C'est le langage que tu utilises quand tu parles de toi aux autres. Il y a une forme de communication que Jung analysait avec une attention particulière. Les autodescriptions, la façon dont tu te présentes, la façon dont tu expliques tes erreurs, la façon dont tu accueilles ou rejettes les compliments. Observe quelqu'un qui minimise systématiquement ses réussites. Oh, c'était rien. N'importe qui aurait fait pareil. J'ai eu de la chance. En surface, ça ressemble à de la modestie. En profondeur, c'est une instruction, donnée à soi-même et entendue par l'inconscient. Mes réussites ne comptent pas. Je ne mérite pas de reconnaissance. Ma contribution n'a pas de valeur réelle. Et l'inconscient, il prend note. À l'inverse, observe quelqu'un qui dramatise systématiquement ses difficultés. Je suis complètement dépassé. Tout fout le camp. Je n'y arriverai jamais. Chaque fois que tu choisis ces mots-là plutôt que des mots plus précis, tu amplifies l'activation émotionnelle. Tu envoies un signal de menace maximale à ton système nerveux. Et ton système nerveux répond à la menace. Pas à la réalité, à la menace. C'est pour ça que deux personnes peuvent vivre exactement la même situation difficile et en ressortir dans des états émotionnels radicalement différents. Ce n'est pas la situation qui fait la différence. C'est le langage qu'elles ont utilisé pour la vivre intérieurement. Jung disait quelque chose de profond sur cette question. Il disait que le premier acte de liberté humaine n'est pas un acte physique. Ce n'est pas une décision concrète. Ce n'est pas un changement de vie spectaculaire. C'est le moment où tu te rends compte que tu as le choix dans le mot que tu poses sur ce que tu vis. Et ce choix, il est là en permanence, dans les petites choses. Est-ce que tu es épuisé ou profondément fatigué et en besoin de ressourcement? Est-ce que tu n'y arrives pas ou tu n'y es pas encore? Est-ce que tu es un désastre ou quelqu'un qui traverse une période difficile? Les mots ne sont pas interchangeables. Chaque mot a un poids, une fréquence.
Une conséquence. Jung croyait que l'être humain est le seul animal capable de se raconter une histoire sur lui-même. Et cette capacité est à la fois son plus grand don et sa plus grande vulnérabilité. Parce que si tu peux te raconter une histoire destructrice, tu peux aussi te raconter une histoire vraie, pas une histoire inventée, pas une histoire idéalisée. Une histoire précise, nuancée, ouverte, une histoire qui laisse de la place à ce qui n'est pas encore arrivé, à ce qui n'est pas encore décidé, à ce que tu n'es pas encore devenu. Et voilà où tout converge. Parce que si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, c'est probablement parce que quelque chose en toi sait déjà ce dont je parle. Tu as déjà entendu cette voix intérieure, celle qui arrive trop vite, trop dure, trop certaine. Tu as déjà remarqué que certains mots te paralysent et d'autres te libèrent. Tu ne l'as peut-être juste jamais formulé aussi clairement. Alors laisse-moi te laisser avec ça. Pas une technique, pas un système, juste une question. Si la façon dont tu te parles devenait ta réalité demain matin, dans quel monde est-ce que tu te réveillerais? Jung avait une conviction profonde. Il ne croyait pas que les gens changeaient vraiment par discipline, ni par effort de volonté, ni par accumulation de bonnes résolutions. Il croyait qu'ils changeaient par prise de conscience, et que la prise de conscience la plus puissante était toujours celle que l'on faisait dans le silence de son dialogue intérieur, pas dans un livre, pas dans un cours, pas dans une conversation avec quelqu'un d'autre. Dans les mots que tu te chuchotes à toi-même, dans le noir, quand personne ne peut t'entendre. Ces mots-là, ce sont les plus vrais que tu diras jamais. Et ce sont eux qui décident. Parle-toi autrement, et regarde ta vie changer. Si cette vidéo a fait écho à quelque chose en toi, prends une seconde pour laisser un commentaire. Dis-moi juste une chose. Quelle est la phrase que tu répètes sur toi-même et que tu veux changer? Je lis tout. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin ce soir. Bienvenue sur Jung Spirit. Je suis là pour ça.